Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Affaires Obscures. Salut David. Et salut Florent, comment ça va ? Bah très bien, ce vendredi ensoleillé à Montréal et toi alors en France, est-ce que l'été arrive ? Alors c'est pas super ensoleillé en Europe, par contre c'est la canicule dans le sud de l'Europe et dans le sud de la France. Ouais, il y a déjà 35 degrés je crois dans le sud là. Ok. Et genre Madrid, Séville, 40 degrés je crois, c'est de la folie. En revanche, dans le nord de la France, c'est un peu moins la folie. Mais moi, ça me va bien. Hein. Il fait 15 degrés, c'est super. C'est un peu plus l'automne ? Ouais, c'est ça. C'est l'automne. Hein. C'est un peu le monde à l'envers, quoi. Hein. Printemps, l'automne au printemps. Mais bon, après, ah là fait, là. Hein. Ouais, écoute, on s'y fait. Il faut bon, s'y écoute, faire. alors, est-ce que t'as bien digéré l'épisode d'Elisa Lam ? Bah écoute, je regardais du coin de l'œil mon verre d'eau à chaque fois que je buvais une gorgée. Non, je déconne. Non, bah écoute, bah déjà, et on a eu pas mal de retours super positifs suite à cet épisode. J'ai l'impression que ça a plu un petit peu à nos auditeurs, donc on peut se noter que le true crime, vous appréciez, donc on peut continuer à chercher des petits sujets là-dedans. Mais pas que. Et puis, moi, je voulais dire avant, on a encore reçu des bons avis et du coup, merci beaucoup à tous. Alors, ça nous fait vraiment plaisir de les lire et puis on peut vous dire qu'on les lit tous et qu'on se les partage même sur Facebook. Ah tiens, on a reçu un nouvel avis, tac tac, on se les envoie. Donc, n'hésitez pas à nous noter sur Facebook, Apple Podcasts, Spotify et compagnie. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir et on les lit. Ouais, t'avais aussi un petit message à passer, David. Ouais, parce que moi j'ai évoqué un petit peu la francophonie avec nos amis évidemment canadiens qui nous écoutent beaucoup, nos amis belges et nos amis suisses qui nous écoutent également beaucoup, mais je voulais quand même faire une petite dédicace à nos amis africains parce que on a pas mal de monde qui nous écoute aussi dans ce coin-là du globe avec oui. Pas mal d'écoutes au Maroc. Donc on salue nos amis marocains, nos amis algériens, nos amis tunisiens, nos amis mauritaniens, sénégalais qui nous écoutent beaucoup. Ouais. C'est fou de se dire qu'on fait ça dans notre salon en France et au Canada et puis qu'en fait partout dans le monde on a des écoutes. Ça c'est vraiment top. Tout à fait. J'ai pas fini, il y a les Ivoiriens aussi, les Ghanéens et les Gabonais. Et les Malgaches aussi. On a pas mal de Malgaches aussi qui nous écoutent. Et du coup, je me disais parce que en fait, nous, les histoires qu'on raconte, c'est quand même pas mal issu un peu on va dire de notre civilisation européenne, occidentale, etc. Des mystères bien occidentaux, hein, finalement. Ouais. Et moi, je serais hyper intéressé. D'ailleurs, je pense qu'on va essayer de se renseigner sur pourquoi pas faire un petit épisode sur des mystères un peu qui viennent d'Afrique, parce que on connaît pas, moi, je connais pas, et donc si vous en avez, si vous avez des histoires à nous partager, par exemple, moi il y a un truc, enfin je sais pas, je vous prends un exemple, hein, là c'est pour que ce soit plus clair pour nos amis africains. Admettons, nous on a la Dame Blanche, on parle beaucoup de Dame Blanche en Europe, ça a fait l'objet d'un épisode. Est-ce qu'en Afrique il y a quelqu'un, il y a ce genre de croyance, ouais. Il y a ce genre de croyance. Moi, je serais vachement intéressé de savoir. Donc, n'hésitez pas à réagir, nos amis africains, et à nous dire un peu ce que vous en pensez. Et c'est ça, on réagit au 01 40 30 20, donnez-nous votre avis. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas et n'hésitez pas. 36 15, Affaires Obscures. Exactement. Donc, voilà. On devrait ouvrir notre hotline Affaires Obscures. Ouais, c'est ça. Mais bon, blague à part, effectivement, n'hésitez pas à nous donner des suggestions. Ouais, c'est hyper intéressant. Après, là, on évoque l'Afrique, mais après, je suis sûr qu'en Europe, il y a aussi des histoires qui sont inconnues et qui méritent aussi toute notre attention. En tout cas, il y en a plein. Chaque semaine, on sait pas quel sujet choisir, quel sujet travailler. Mais voilà, n'hésitez pas à nous inspirer aussi, c'est important. Et donc, on attend vos avis et vos retours à ce sujet-là. Exactement. Voilà. Et donc, n'hésitez pas surtout à nous noter, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais sur les plateformes, à nous suivre sur Facebook et à donner votre avis. Alors,
évidemment, si vous n'aimez pas, dites-le aussi, hein, parce que voilà, hein, c'est comme ça. Il faut aussi donner son avis quand c'est négatif. Exactement. Mais n'hésitez pas à nous soutenir quand vous trouvez quand vous trouvez ça bien. C'est important pour nous parce que bon, bah vous le savez, hein, on gagne pas notre vie en faisant des podcasts. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein, Florent. Non, exactement. On se paye pas, mais on se marre bien. Alors c'est plutôt cool. On se marre bien, mais en tout cas, voilà. Du coup, nous, ce qui nous, voilà, tout à l'heure, on a partagé un petit commentaire sur Facebook. Bah, ça met un peu de l'eau à notre moulin. Et ben, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, mon cher. On salue tous nos amis du sud de la France. Et tout particulièrement Roquebrune sur Agen. Bon, voilà, c'est parfait. Bon, et dis-moi, Florent, cette semaine, tu vas nous parler de quel sujet? Parce que moi, j'ai hâte. La semaine dernière, tu m'as parlé d'un sujet 100% canadien. Hein. Alors, c'est 100% de Montréal. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, j'ai décidé, tenez-vous bien, de vous emmener dans le Montréal hanté. Aïe. Est-ce que tu peux nous la refaire sans l'effet parce que... Ok, l'effet il était pourri. On n'a rien compris. Attends, déjà on s'est payé quand même des commentaires sur les musiques. Alors si tu commences à nous faire des effets démoniaques au micro, on est mort. Oh non. Bon, désolé. Aujourd'hui, je vais vous balader à travers Montréal hanté. Alors, c'est un épisode qu'on aurait pu faire pour Halloween. En fait, quand je l'ai écrit, je me suis dit pour Halloween, ça aurait été super bien. Mais on pourra continuer pour Halloween, pourquoi pas. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous transporter à Montréal et surtout dans le Montréal hanté que tout le monde peut faire. Donc, si vous y habitez, si vous avez la chance d'y aller en vacances, prenez des notes. Et puis, quand vous vous baladerez dans Montréal, faites un petit détour et puis allez voir les endroits que je vais vous mentionner. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour commencer, David, j'ai envie de te faire un petit cours d'histoire sur Montréal, parce que évidemment, pourquoi il y a tant de fantômes à Montréal? Déjà, pourquoi il y a des fantômes à Montréal? Parce que c'est une ville qui est historique. Voilà, c'est une ville qui a une riche histoire, qui a été marquée. Ça aurait pas été un Mont-Royal à l'époque? Exactement. J'aurais dit ça comme ça au hasard. Hein. Exactement. Montréal, ça vient effectivement de Mont-Royal, enfin de Mont-Réal, donc du Mont-Royal. Mais c'est ça, c'est une ville qui est marquée par énormément d'événements, la colonisation française, la conquête britannique, la Révolution tranquille beaucoup plus tard. Et bon, cette histoire, ça a laissé un peu une empreinte dans toute la ville, y compris évidemment les histoires de fantômes qui vont avec, parce qu'il y a eu, comme tu peux l'imaginer, beaucoup de choses qui ont été excellentes, géniales pour la vie des Montréalais, mais aussi beaucoup de tragédies. Donc c'est ça. Donc juste pour te tester un peu comme ça, David, tu sais qu'on aime bien tester et puis se foutre des hontes un peu en direct. Donc Montréal, à ton avis, ça a été construit en quelle année? Allez. Montréal, alors attends, le temps que j'ouvre ma page Wikipédia. Je sais pas, Montréal, je dirais je dirais que c'est ancien. En plus, tu sais que j'ai visité, moi, tu me dis ça, mais j'ai visité le musée sur Montréal. T'as visité Pointe-à-Calière, je pense, et en plus, t'étais là pour le Xème anniversaire, je pense, de Montréal. Tout à fait. Alors, honnêtement, je n'ai plus aucun souvenir de ça. Mais, allez, je dirais Montréal, c'est du... Alors, ça existe depuis tout le temps, mais je dirais que ce soit connu, je dirais dans les années 1500, peut-être. 1642. Bon, t'étais un peu loin, un peu trop tôt, mais c'est ça, 1642. En fait, ça a été fondé par Paul de Chemédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Et en fait, à la base, c'était des Français en 1639 qui avaient envie de faire un peu comme une colonie franco-autochtone catholique. Tu vois, voilà. Et en gros, l'objectif, c'était un peu de recréer l'idéal des premiers temps chrétiens. Tu sais, de faire un peu une colonie comme ça, autosuffisante, si on veut, chrétienne. D'accord. Et donc, en fait, cette société, elle va acquérir l'île de Montréal en amont de Québec. Ils vont recruter les champenois Paul de Chemédé de Maisonneuve et Jeanne Mance pour diriger l'entreprise au Canada, ainsi que les ouvriers. Et donc, après un hiver passé à Québec, ils sont une quarantaine à s'installer dès le 17 mai 1642 sur l'actuelle Pointe-à-Calière, délimitée par le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Pierre. Et donc, le musée de Pointe-à-Calière où t'as été, je pense que t'as pu voir les toutes premières fondations de la ville à Montréal, et donc qui datent de cette époque-là. Et donc, c'est là.
ils vont commencer à bâtir les premiers bâtiments, et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Ville-Marie, c'est le vieux Montréal. En fait, t'as encore des bâtiments qui, bon, je sais pas si toutes les pierres datent de cette époque-là, mais en tout cas les fondations et puis l'emplacement est encore de cette époque-là. L'évangélisation des autochtones, ça connaît pas un franc succès, et en fait la société Notre-Dame est rapidement dissoute, et donc on va changer de seigneur de Montréal et compagnie. Rapidement, les lieux vont quand même s'imposer comme un centre de la traite des fourrures, qui va devenir une importante source de revenus pour la colonie. Ça, on sait, hein, le Canada, le début du Canada, ça tient beaucoup à la traite des fourrures et à tout ce commerce-là. Donc c'est ça. Au début, Montréal, c'est un petit poste de fourrure qui appartient à la Compagnie des Sans Associés, mais ça va rapidement devenir un centre de commerce important en Amérique du Nord, grâce à son emplacement sur le fleuve Saint-Laurent. Et au fil du temps, évidemment, pour arriver à aujourd'hui, la ville va s'agrandir grâce à ce commerce. Donc aujourd'hui, vite fait, Montréal, c'est la deuxième plus grande ville du Canada après Toronto. 1,8 million d'habitants intramuros, plus de 4 millions pour le Grand Montréal. Donc j'ai pris ma petite calculette, et en fait Montréal, à elle toute seule, enfin le Grand Montréal, c'est quand même 11% de la population canadienne pour le Grand Montréal. C'est quand même pas mal, hein. Pas mal, enfin, donc pour un pays énorme comme le Canada, c'est quand même assez énorme. Et évidemment, c'est une importante destination touristique parce que en Amérique du Nord, il n'y a pas tellement de vieilles villes, tu vois. Et Montréal, ça fait partie du charme de Montréal, outre les ruelles, les arbres, la construction et compagnie. Les vieilles pierres, il y en a vraiment beaucoup à Montréal, et c'est ce qui fait que un peu partout en Amérique du Nord, on vient à Montréal pour admirer un peu une petite partie de l'Europe, en fait, parce que on est beaucoup de Français à Montréal, et t'entends beaucoup, ça ressemble à la Bretagne, ça ressemble à tel endroit et tout. Bah oui, parce que ça a été fondé par des Français, en fait. Donc en partie. Il y a aussi beaucoup de choses qui font très anglo. Donc c'est très drôle d'avoir ce mix, et c'est ce qui fait un peu le charme de la ville. Bon, je vais arrêter la carte postale parce que là on n'est plus tellement dans le là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que cette histoire, effectivement, ça a été le refuge pour énormément de personnes, d'immigration, beaucoup d'échanges culturels et tout ça, et donc effectivement beaucoup de fantômes parce que c'est une riche histoire. Donc c'est ça. Pour te donner une idée, alors je vais leur faire un peu de pub parce que je l'ai jamais fait, mais je trouve que c'est cool. T'as un guide touristique à Montréal qui s'appelle Montréal Hanté, qui propose des visites de Montréal le soir sous le spectre des fantômes. Donc tu te balades dans la ville un peu comme ça et tu vas voir plein d'endroits qui sont hantés, et puis il t'explique l'histoire. Donc ça, je l'ai jamais fait, j'aimerais vraiment le faire. Et donc eux, ils en recensent plus de 500 à Montréal. Donc c'est quand même énorme. Pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Donc moi, j'ai décidé de vous plonger donc dans 3-4 histoires de fantômes à Montréal. Et donc j'ai envie de commencer par le château Ramsay. Donc c'est ça. Donc notre première étape nous amène au château Ramsay, qui est situé dans le vieux Montréal, proche de l'hôtel de ville de Montréal. Donc c'est une des plus vieilles bâtisses encore présentes sur l'île de Montréal. Ça a été construit en 1705 pour servir de foyer à la famille Ramsay. Claude de Ramsay était alors gouverneur de Montréal. Donc le château, il va ensuite être cédé en 1745 à la Compagnie des Indes fourrure, et va avoir plusieurs modifications quant à sa taille, à son utilisation, etc. Bref, le château, il a dès le début une histoire qui est quand même assez riche. T'imagines, il a été construit 50 ans à peine après l'établissement de la toute première colonie. C'est une vieille bâtisse. Alors quand on dit château, attention, c'est pas le château de Carcassonne, c'est pas un château avec des tours, des trucs comme ça. Non, ça ressemble plutôt, quand tu te balades dans le vieux et que tu passes devant, ça ressemble à un peu une vieille maison bourgeoise, tu sais, assez grande quand même et compagnie. Ça fait pas château fort, tu vois. Voilà. Et puis évidemment, ça date des années 1700 et quelques, donc c'est typique de ces années-là. Donc le château, il va quand même être témoin de énormément d'événements, tu t'en doutes, au fil des ans, comme la bataille de Montréal en 1760, où les troupes britanniques vont prendre le contrôle de la ville aux Français. Et le bâtiment, aujourd'hui, c'est un musée.
mais pas seulement, ça abrite plusieurs fantômes. Effectivement. Le musée, il serait hanté, non pas par un fantôme, David, tiens-toi bien, mais par plusieurs fantômes. Et en fait, on a aussi plusieurs théories sur qui serait le fantôme, parce qu'en fait, il y en a tellement que on a plusieurs comme ça, plusieurs anecdotes qui nous font douter. Donc, la première anecdote serait qu'en fait, on aurait un ancien gardien nommé O'Leary qui viendrait hanter le château Ramsay et qui se baladerait comme ça dans les couloirs. Donc, ce gardien aurait commencé à travailler pour le musée en 1895. Le seul problème sur cette histoire, c'est qu'on n'a pas d'autres détails qui le relient au fantôme. C'est genre, il y a un fantôme et en fait on pense que c'est O'Leary, tu vois. Parce que, voilà, c'est un des tout premiers gardiens du musée en 1895. Un deuxième fantôme, et je pense que celui-là tu vas l'aimer, un deuxième fantôme qui hante le château Ramsay, c'est la Corriveau. Est-ce que tu connais la Corriveau ? La Corriveau ? Ouais. On en a parlé dans un épisode précédent, David. La Corriveau. Alors, je vais pas entrer dans les détails. Parce que... Ah oui, si, je me souviens. Tu vois. Okay. Je veux pas donner trop de détails, mais en même temps, je suis quand même obligé de raconter l'histoire, parce que c'est ça qui donne un peu de... C'est la sorcière, effectivement. Je me souviens. C'est ça, donc voilà, c'est ça. Je veux pas donner trop de détails parce que honnêtement, je pense que ça fait partie de notre liste d'épisodes qu'on a envie de faire. Ouais. Donc voilà. Mais globalement, allez, on va rester assez haut niveau. En 1763, on a une femme du nom de Marie-Joséphine Corriveau qui va être pendue à Québec. Donc pas à Montréal, mais à Québec, parce qu'en fait, elle a été reconnue coupable d'assassinat de ses deux maris. Je vais pas donner comment elle les a tués, mais sachez que c'est horrible. Son modus operandi, on va dire, est pas parmi le plus clean. Donc, comme sentence, en plus d'être sentencée à mort, en fait, elle va être placée dans une cage de potence. Donc, une cage de potence, pour ceux qui savent pas ce que c'est une cage en acier qui t'empêche de bouger et de sortir, en fait. En gros, on te met dans une cage en acier et puis tu peux plus rien faire, t'es complètement bloqué. Donc cette cage de potence avec cette dame va être hissée et pendue en haut d'un arbre du côté de Lévis, comme avertissement aux autres. Donc Lévis, c'est une petite ville à Québec, juste à côté de Québec. Donc voilà, tu sens un peu la délicatesse de l'époque, tu sais, genre en plus d'être de te dire tiens toi tu vas mourir pour ce que t'as fait. Ça n'avait rien à envier à l'Europe en tout cas. Non, clairement, c'est sûr que ça avait rien du tout à envier à l'Europe parce que à cette époque-là en Europe on savait aussi s'amuser si on veut, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, elle va y rester longtemps, David. Elle va vraiment y rester longtemps. Et dis-toi, le temps de se décomposer pendant plus d'1 mois. Donc voilà, ça, l'image quand tu passais par là, parce qu'évidemment, c'était fait pour servir d'avertissement. Donc les gens passaient souvent devant ce carrefour et voyaient cette dame se décomposer. Et donc petit à petit, il y a des rumeurs qui ont commencé à germer. Et bientôt, on va dire que le cadavre de la Corriveau hante les passants qui osent s'en approcher. Donc voilà. Elle sera ensuite enterrée dans sa cage. Donc ils vont même pas la retirer de sa cage. Bam, ils la descendent, ils la mettent dans un trou et en fait elle va être oubliée. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Jusque quasiment 100 ans plus tard, en 1849, on va la retrouver un petit peu au hasard. J'ai pas les détails de la découverte de la Corriveau, enfin en tout cas de ce qui devait en rester quasiment 100 ans après, mais en 1849 on la retrouve et en fait cette cage va avoir beaucoup de voyages, de péripéties et en fait finalement elle va être exposée au musée Ramsay. Donc elle va être posée au musée Ramsay, exposée au musée Ramsay et ce qu'on raconte c'est que chaque soir d'Halloween la Corriveau revient pour hanter le musée Ramsay. Donc c'est ça l'histoire. Alors notez quand même que si vous venez à Montréal, la cage, elle a depuis été revendue. Et en fait, elle a été revendue à droite à gauche plusieurs fois jusqu'à ce que un organisme public d'histoire retrouve cette cage, l'acquiert lui et en fait le dépose au musée de la civilisation de Québec. Donc maintenant, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir exposée
au musée de la civilisation à Québec. Et petite anecdote, David, j'étais à ce musée-là il y a 2 mois. Ouais. Et en fait, je l'ai pas vu. Je suis dégoûté. Oh bah alors, t'es passé à côté. En fait, tu t'es dit c'est une cage à oiseaux. Exactement. Non mais, je suis tellement dégoûté parce que en fait, on y était allé pour voir le musée sur les pharaons, enfin l'exposition sur les pharaons que je suis allé voir et qui était incroyable. On est ensuite allé voir l'exposition permanente sur les autochtones et qui est aussi incroyable. Et puis après, pour tout te dire, moi les musées j'aime bien, mais genre j'aime pas y rester toute la journée. Et j'étais là, viens, on va faire autre chose et tout, allez, c'est bon, on y va, etc., blablabla. Donc en fait, on est parti. Et en fait, je suis dégoûté. Si j'avais su qu'il y avait la cage de la Corriveau, j'aurais trop aimé la voir au moins, quoi. Donc ça, j'avoue que c'était immanquable. Ah, c'était immanquable. Et je suis dégoûté de pas l'avoir su. Parce que du coup, pour en revenir un peu à nos petits challenges. Oui. À combien d'abonnés tu vas dans la cage? C'est ce que j'allais te demander. À combien d'abonnés tu passes la nuit dans la cage de la Corriveau? Franchement, non, je le ferai pas. La chaise de Busby, il y a vraiment un challenge là. Je pense que je préfère faire la chaise de Busby parce que ça me fait marrer que la cage de la Corriveau, tu dis, il y a une dame qui s'est décomposée pendant 1 mois là-dedans. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc ça, c'est le 2e fantôme du château Ramsay. Le 3e fantôme du château Ramsay serait le fantôme d'une gardienne qui s'appelle Miss O'Dowd, qui est morte en 1985 dans ce musée. Donc pour te raconter un petit peu l'histoire de cette dame, elle aurait été gardienne du musée pendant environ 50 ans. Elle habitait le musée comme à l'époque, il était coutume, tu sais, à l'époque, tu étais gardien du musée, puis en fait, tu avais une petite chambre aménagée qui était à l'étage, et puis voilà, tu dormais là, comme ça, c'est bien pratique. Le matin, tu te lèves, pouf, t'es déjà dans le musée. Elle était connue pour être ultra méticuleuse dans son travail et sur la présentation de ses expositions. Pour te dire, tellement méticuleuse qu'en fait, elle était surtout ultra critique quand quelqu'un prenait la liberté de déplacer quoi que ce soit sans lui avoir dit, ah bah tiens, est-ce que tu penses pas que ça serait mieux de mettre ça comme ça plutôt que comme ça? En gros, elle faisait un peu régner un climat un peu stressant, tu vois, dans le musée. Mais bref, elle était quand même très bien considérée, tu vois. Elle était juste un petit peu tendue, tu vois. Et donc après des journées tendues comme ça, elle aimait prendre un bon bain au dernier étage de son château le soir. Ça faisait partie de ses petites habitudes. Bon, tu te doutes de ce que je vais t'annoncer. Un beau matin, alors que les premiers employés arrivent sur place, ils vont vite remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Madame O'Dowd, elle est pas là, et ça lui ressemble pas du tout. D'habitude, elle est ultra carrée, elle commence 5 minutes avant l'heure, et puis elle finit 10 minutes après l'heure. Du coup, ils vont aller frapper à la porte. Pas de réponse. Ils vont enfoncer la porte, et puis tu sais, ils vont scanner du regard comme ça l'intérieur. Personne. Et en fait, ils vont être attirés par la salle de bain. Et c'est là, malheureusement, qu'ils vont faire la macabre découverte. Ils vont retrouver le corps sans vie de la gardienne qui est en train de flotter dans sa baignoire. Ah, mince. Alors, on sait pas de quoi Miss O'Dowd est décédée, mais son fantôme viendrait hanter le château Ramsay, certainement par colère des changements de disposition des expositions. Tu vois, d'accord. Voilà, ça fait partie du nombre de fantômes du château Ramsay. Donc ça, c'est les 3 fantômes majeurs du château Ramsay. À côté de ça, je te coupe. Toi, t'as déjà été au château Ramsay, alors du coup? Alors moi, j'ai fait une exposition au château Ramsay. Je l'ai pas fait. Bref, j'y suis allé pour visiter. Alors, j'ai pas vu de fantômes malheureusement, mais je savais pas qu'il y avait des fantômes. Alors, est-ce qu'il faut le savoir pour les voir? Ouais. Ça. Mais du coup, t'as pas été perturbé par le lieu, parce que souvent on dit que les lieux sont empreints d'une certaine peur, d'une certaine angoisse, de certains sentiments un peu. Alors non, j'ai été émerveillé par le lieu parce que le lieu est super beau. C'est vraiment une très très belle maison bourgeoise transformée en musée. C'est magnifique. Enfin, tu vois, Montréal, t'as énormément de lieux historiques pour l'Amérique du Nord. Par contre, effectivement, comparé à l'Europe, l'Europe, c'est des villes musées.
Enfin, je veux dire, l'Europe, t'as dans n'importe quel patelin, t'as quelque chose qui date du Moyen Âge et compagnie. Donc c'est sûr que quand t'es en Amérique du Nord, voir quelque chose comme ça, tu sais, tu t'émerveilles et c'est super beau. Puis ça fait partie de l'histoire. J'ai pas eu de souffle froid dans le cou, de ce genre de choses, tu vois. mais ma question, tu la connais. Ouais. À combien d'abonnés tu vas prendre ton bain dans la fête? Mais ça va être un fil rouge. Non, là non plus, tu vas prendre un bain dans le château Ramsay, je suis pas sûr. Il faudrait déjà qu'ils soient encore là parce que l'histoire elle date des années 80. Ah oui. C'est plus la même baignoire, je pense. Non, c'est peut-être plus la même baignoire, effectivement. Et c'est peut-être pour ça que cette dame elle est énervée. Ça, on ne sait pas. Donc c'est ça c'est les trois fantômes du château Ramsay. Et en fait, à côté de ça, on a plusieurs autres étranges apparitions, des sons, des odeurs. On a aussi des odeurs. Ça c'est étonnant. Quand tu penses fantôme, tu penses plus à des apparitions, des sons, tu sais, genre tu te prends une baffe qui vient de nulle part, tu sais pas d'où ça vient, ou ce genre de choses. Ça me rappelle un peu Amityville. Amityville, il y avait des odeurs aussi. Oui, oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Et bah là, t'as un peu des odeurs comme ça, d'œufs pourris, de trucs comme ça à certains moments. D'accord. Bon, c'est ça. Et en fait, on a même une photo qui a été prise par un technicien, dis-toi. Donc, on a une preuve. Et d'ailleurs, cette photo prise par le technicien, maintenant, elle sert de fond d'écran aux ordinateurs au musée Ramsay et aussi aux bornes, tu sais, en libre service du musée Ramsay. Donc c'est assez drôle. Ça, ouais. Donc ouais. Elle est accessible cette photo? On peut la voir? Oui. Je peux te l'envoyer. Et puis bien sûr, on va la partager à tous nos auditeurs parce que c'est sympa. C'est sympa à voir. Sympa à voir. Ouais. Je t'envoie ça de ce pas, David, pour que toi aussi tu puisses avoir une petite idée. Donc bon, effectivement, quand tu la vois, y a pas de doute, c'est bien un fantôme que tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est clair et net. Le fantôme avait envie de se montrer le jour où la photo a été prise. Ah bah ça c'est effectivement c'est. Ah, on a une preuve. Ou alors c'est Ou alors c'est du pipeau. Ça ressemble à une dame blanche, pour ceux qui n'iront pas voir un peu. Ouais. Ça ressemble à une dame blanche. On voit que c'est plutôt une femme, je pense. Ouais. C'est très très étonnant. Très étonnant, effectivement. Très belle photo. Alors, et en plus, tiens-toi bien, dans un article écrit par le journaliste Marc Ablé en 2014 sur les fantômes de Montréal, ce technicien va donner une interview. Ça, c'est quand même cool. Et en fait, ce qu'il va dire, lui, c'est que un matin, je suis arrivé au travail, j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai monté l'escalier, j'étais le seul dans le bâtiment. Je me souviens que la première chose que j'ai faite a été de mettre mon repas dans le réfrigérateur. Et ce faisant, j'ai distinctement entendu le bruit du papier toilette qu'on tirait du support métallique dans les toilettes des femmes près de la cuisine du personnel. Je suis sorti dans le couloir et j'ai remarqué que la porte était légèrement entrouverte. Il n'y avait pas de lumière dans les toilettes. J'ai frappé à la porte et comme il n'y avait pas de réponse, je suis entré. Et tout de suite, j'ai vu des bulles de savon dans le lavabo. Quelques minutes plus tard, elle s'était dissoute, il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Tu vois, se passent des choses étranges. Alors, donc, on peut dire que c'est un fantôme qui prend soin de son hygiène, en tout cas. Qui se lave les mains. Écoute, c'est un fantôme qui a besoin de temps en temps d'aller à la petite commission et qui se lave les mains en partant. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Plutôt, moi, en vrai, ce fantôme. Avoir un fantôme comme ça à la maison, c'est limite moins chiant qu'un chat. En vrai, moi ça me va. C'est clair. Non, là, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai d'autres, les fantômes du château Ramsay, t'en as, c'est fou. T'as d'autres témoignages, des clients du château qui entendent des éternuements alors qu'il y a personne dans la pièce d'à côté, des chaises qui bougent. Il y a une employée qui dit avoir entendu une voix l'appeler fébrilement de l'autre pièce, mais en fait il y avait personne qui y était. T'as des livres qui tombent au sol sans raison apparente. Alors, le sans raison apparente, j'ai quand même envie de dire qu'on est à Montréal et que chaque été à Montréal, c'est la saison de la construction. Il y a des travaux dans toute la ville parce qu'évidemment l'hiver c'est pas possible. Donc pourquoi pas t'es une grue avec marteau-piqueur dans le vieux machin qui ferait tomber les livres. Allez, on peut se dire ça.
Mais bon, en tout cas, David, pour clôturer le sujet du château Ramsay, avec tout ça, on comprend bien pourquoi le musée est considéré comme un des lieux le plus hantés de Montréal, non? Tu penses pas? Ouais, effectivement, tout à fait. Je ne me souviens pas avoir vu cet édifice, ni même en avoir entendu parler, mais il m'a l'air d'avoir des sacrés trucs. Et du coup, je regardais là, à l'instant un petit peu le morphotype de ce bâtiment. Oui. Et en fait, clairement, ça ressemble pas à un château. Ça ressemble plus à une espèce de grande bâtisse. On voit que c'est ancien. Ça, c'est sûr. Oui, en fait, on appelle ça château parce qu'en fait, c'est vraiment une grosse demeure. Enfin, c'est pas une maison. Plus un manoir, en fait. On dirait à l'européenne. Ouais, effectivement, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un manoir, une grande maison bourgeoise, tu vois. Et à mon avis, tu sais, ça fait château un peu moderne. Évidemment, c'est pas un château fort. Donc c'est ça qu'on veut dire effectivement. D'accord. Bon, bah écoute, très sympa. Très sympa, ces petites anecdotes du château Ramsay. Hein. Exactement. Et donc pour continuer notre petite visite, je vous propose de sortir du château Ramsay et d'emprunter, je sais pas, la rue Sainte-Catherine ou la rue Notre-Dame. Allez, prenons la rue Notre-Dame. Et en fait, on va aller dans Griffintown. Et on va aller voir le fantôme de Mary Gallagher. Donc, alors, s'il y a des enfants à proximité, bouchez-leur les oreilles parce que cette histoire, elle se passe un peu dans les bas-fonds de Montréal. Ouais, d'accord. On voit le genre. Exactement. Je vais vous raconter dans les une histoire bas-fonds de Montréal ou de Madame Gallagher? Les deux. C'est ça. Donc déjà, est-ce que tu connais le quartier de Griffintown? Moi, j'aime bien, tu vois, un peu essayer de décrire un peu. Ça me dit rien comme ça, mais peut-être qu'effectivement. Alors, Griffintown, c'est le centre-ville ultra moderne de Montréal, on va dire. C'est là où tu vois toutes les grandes tours et compagnie. C'est juste à côté de t'as des grandes tours à Griffintown aussi, mais on est sur vraiment un centre-ville qui est vraiment en reconstruction où ils bâtissent des tours et compagnie. Donc Griffintown, ça a surtout une histoire très riche dans le milieu ouvrier et industriel qui remonte au 19e siècle. À l'époque, le quartier était peuplé principalement d'immigrants irlandais qui travaillaient dans des usines de textiles, de cuir, de transport. Et en fait, ça a fait de Griffintown le centre industriel le plus important de Montréal à l'époque. Dans les années 60, là je parle de 1960, délocalisation des industries, Griffintown a été laissé à l'abandon et c'est devenu un des quartiers les plus pauvres de la ville. Donc tu vois, ça a fait un peu penser à la France sous certains aspects, avec la révolution industrielle, avec des villes qui deviennent florissantes, tu sais, où c'est ça bourdonne de monde et compagnie, très très industriel. Et puis après, au niveau de la désindustrialisation, en fait, c'est des quartiers qui se paupérisent et compagnie. Ouais. Ces difficultés économiques et sociales vont persister pendant des décennies. Beaucoup de pauvreté, de criminalité, des problèmes de santé, voilà. Et en fait, aujourd'hui, Griffintown, c'est un quartier qui est en pleine reconstruction, qui subit des transformations vraiment majeures, des développements immobiliers, des commerces, des restos et compagnie. Tu sais, on appelle ça un peu de la gentrification, si tu veux. Oui, d'accord. Mais nous, l'histoire qui nous concerne, elle est arrivée dans ce quartier le 27 juin 1879. Donc en plein milieu ouvrier irlandais, tu vois. Et plus précisément, à l'angle des rues William et Murray. Alors ces rues existent toujours. Donc c'est pour ça que c'est vraiment cool si vous avez la chance d'y habiter ou d'y aller en vacances, d'aller voir ça sur une carte ou de faire le tour Montréal hanté, parce qu'en fait certainement vous allez y aller, c'est un des fantômes les plus connus de Montréal, donc on peut imaginer pour moi vraiment à quoi ça ressemblait le quartier à cette époque. Si tu veux mon avis, on est clairement dans les Peaky Blinders. On est dans un quartier ouvrier de la ville, ultra densément peuplé, entouré d'industries. Tu vois les journaux de l'époque, les images, c'était vraiment dans les Peaky Blinders. Enfin, tu vois, dans le truc ultra industriel, tu vois les industries, les gens qui vivent là. Et là, on a une femme qui s'appelle Mary Gallagher, qui a 38 ans, qui habite le quartier. Alors, Mary ou Mary, je devrais dire Mary à mon avis, parce qu'on est plus, j'imagine, dans la communauté anglophone. Elle est séparée de son mari, et suite à plusieurs échecs dans la vie et tout ça, en fait, elle va tomber dans la prostitution.
Et l'après-midi du 27 juin 1879, elle se retrouve au 242 William Street, qui est à l'angle des rues Murray et William. C'est un bâtiment de plusieurs étages. À cette époque, c'est déjà un bâtiment qui est dans un état un peu déplorable. Tu vois, c'est des bâtiments, un vieux bâtiment pas top, quoi, on va dire. Et en fait, on a la famille Kennedy, Susan et Jacob Kennedy qui habitent à cet étage, tandis qu'au rez-de-chaussée, t'as la famille Troy. Donc, tu vois, c'est un bâtiment de 2 étages, et puis en haut, t'as une famille, puis en bas, t'as une autre famille. Donc, Marie, elle se rend au 242 William Street, accompagnée de Michel Flanagan, qui est, je vais le dire poliment, un homme qu'elle a rencontré la veille au port, avec qui elle a passé la nuit. Voilà. Ok. C'est ça. Il passe l'après-midi au premier étage de la bâtisse et à ce que les journaux racontent, parce qu'il y a les journaux de l'époque évidemment, ils vont consommer énormément de whisky. Et donc en fait, ce qui ressemblait, on va dire, à une visite de courtoisie entre amis, bah ça commence à mal tourner avec l'alcool, la jalousie, avec, tu sais, ça part un peu en sucette. Et après s'être envoyé quand même 3 bouteilles de whisky, t'as Susan Kennedy, 28 ans, qui habite au premier étage avec son mari, qui d'après les témoins, d'après l'enquête prise par une crise de jalousie, va en venir aux mains avec Mary. Et donc là, moi j'imagine qu'il y avait un peu tout le monde qui était raide mort autour de cette bataille d'ivrogne, parce que en fait, Suzanne va tuer Marie à coups de poing, à coups de plusieurs choses. Mais en fait, elle va surtout aussi aller chercher une hache qui se trouve à l'étage, sans que personne ne moufte, et elle va couper la tête de Marie et la déposer dans un panier à côté du corps. Ah ouais, c'est voilà. Quelque peu, effectivement. Voilà. C'est un peu extrême. Voilà, donc ça, c'est l'après-midi du 27 juin 1879. Le lendemain, tout le monde se réveille de cette folle après-midi. La police est appelée, il se réveille, bouf, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On a le monsieur Michael Flanagan qui lui se casse. Lui se réveille, il descend, il se barre. Il va dire à la police, ah bah non, moi je me suis réveillé, puis je me suis barré, j'ai rien à voir là-dedans. Et en fait, d'abord t'as le mari et puis le mari de Suzanne et puis Michael Flanagan qui vont être soupçonnés. Mais en fait, c'est Suzanne qui va être condamnée. Donc le 5 décembre 1879, Suzanne se verra condamnée à la prison et à la pendaison. Peine qui va être commuée en prison à perpétuité. Et donc la bourreau, on va dire, de Mary va terminer ses jours 11 ans plus tard à la prison de Kingston des suites de la tuberculose. Là, tu vas me poser la question, tu vas me dire, bon, ce fantôme, ça commence à être long cette histoire, ce fantôme, qui est-il, que fait-il, où est-il? C'est ça. Et ben en fait, on raconte que tous les 7 ans, le fantôme de Mary est aperçu par de nombreux passants à l'angle des rues William et Murray. Et en fait, on la verrait errer dans les rues à la recherche de sa tête. Et en fait, tous les 7 ans, la dernière fois le 27 juin 2019, t'as une communauté de gens qui se retrouvent à cet endroit pour essayer de l'apercevoir. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et donc, j'ai envie de te dire, David, rendez-vous le 27 juin 2026 avec nos auditeurs dans Griffintown à la recherche de Mary. Le rendez-vous est pris, ça serait un premier rassemblement d'auditeurs là-bas. Exactement. Exactement. Donc ça, c'était la deuxième histoire de fantôme de Montréal que je trouvais particulièrement sympa. Elle t'a plu celle-là ? Ouais, j'aime bien ça. Et puis j'aime bien sur la particularité. Ça me fait penser un peu à une histoire que j'ai racontée sur une dame blanche dans un petit village de Normandie. Je sais pas si tu te souviens. Où il y a des badauds qui venaient au cimetière voir un peu tous les, je sais pas combien. Il y a souvent un peu de ça dans les histoires de fantômes. La pleine lune, tous les hauts temps, tous les... Bon, mais du coup, finalement, les gens y croient puisqu'ils s'y rendent. Hein. T'as un petit effet communautaire, tu vois, et ça, je trouve ça cool. Je regardais les posts un peu du 27 juin 2019 et tu vois, t'as le monde qui se présente là, tu sais, il passe quelques heures là, à rire, à échanger, à regarder, tu sais, tu dois avoir un petit peu le côté adrénaline. Et puis ensuite, hop, rendez-vous dans un bar hanté de Montréal pour finir la soirée. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça méga cool. Ouais. Effectivement. Bon,
Troisième histoire, et ce sera pas la dernière. J'en ai préparé 4. Je vois qu'on a encore un peu de temps, donc c'est parfait. C'est deux histoires assez courtes. On va rester dans le centre-ville, sauf que là, on va remonter vers le square Dorchester. Donc, je vais vous parler des fantômes du square Dorchester. Le square Dorchester, je suis sûr que tu y es, David, c'est en plein cœur du centre-ville de Montréal. Et c'est un endroit un peu commercial de Montréal, tu vois. Donc c'est un endroit où tout le monde va. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une histoire qui est riche et très mouvementée, qui remonte au 19e siècle, alors qu'en fait, nous, on y passe quasiment tous les jours sans le savoir. Donc, de nombreuses personnes à Montréal croient que le parc est hanté par des fantômes qui errent dans les allées et les chemins du parc. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le parc, il a été construit au-dessus de l'ancien cimetière Saint-Antoine. Et pendant l'épidémie de choléra de Montréal, c'est à cet endroit que beaucoup de victimes furent inhumées. Et en fait, on parle de 7500 victimes entre 1832 et 1854. Ouais. C'est quand même beaucoup de victimes dans des fosses communes, j'imagine. Et après, certains qui ont leur propre caveau. Mais quand t'as une épidémie comme ça, à l'époque, tu fais ce que tu peux. Donc là, t'as quand même 7500 victimes qui ont été inhumées à cet endroit-là pendant l'épidémie de choléra. Et dans les années 1870, on va décider de transformer ce cimetière en pleine ville en parc qui sera traversé par le boulevard Dorchester. Parce qu'effectivement, la ville commence à grossir et t'as un cimetière gigantesque en plein milieu. Bon, en fait, ils ont une idée, c'est tiens, on va en faire un parc. Et puis, on va continuer le boulevard Dorchester qui va passer à travers, et puis voilà. Et en fait, c'est 38 000 sépultures qui vont se retrouver sous la place, un peu du jour au lendemain, avec des restes retrouvés lors d'excavations encore aujourd'hui, qui vont être déplacés autre part. Le dernier article qui mentionnait des travaux au parc, du square Dorchester, ça date de 2015, avec encore des restes retrouvés, dis-toi. Donc c'est ça. Ils ont pas fait de catacombes, du coup, à Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, alors ? En fait, les ouvriers qui ont commencé à travailler sur ce parc, il y avait tellement de sépultures et tellement de fosses communes qu'ils ont jamais réussi à tout retrouver. Donc, tu vois, ça devait être un gros cimetière et c'est très profond. Du coup, ils ont jamais été jusque tout prendre. Ils ont dégagé une première partie. J'imagine les parties les plus obvious, tu sais, mais ils ont pas été ultra profonds. Et donc en fait, il reste encore aujourd'hui beaucoup de sépultures en dessous du square où beaucoup de personnes qui travaillent dans le centre-ville tous les jours vont manger leur Subway. Leur casse-dalle. Exactement. Donc certains témoins affirment avoir vu des silhouettes sombres se déplacer à travers les arbres du parc, tandis que d'autres disent avoir entendu des bruits étranges et des voix murmurées dans l'obscurité. Donc à voir, c'est surtout la nuit. Si tu te balades la nuit dans le square. Des visiteurs ont également rapporté avoir ressenti des sensations de froid inexplicables dans certaines parties du parc. Et la nuit, si tu tends bien l'oreille, on y entendrait des prières. Ou, donc là il y a deux versions, t'en as qui entendent des prières, c'est tout doux. Ou des victimes du choléra qui sont encore sous dose d'opium en train de marmonner des choses, voilà. Ça, c'est les fantômes du square Dorchester. Bon, tu peux peut-être y aller, là, toi, ce soir, là, au square moi, Dorchester, c'est ça là. J'aime bien, tu vois, c'est quelque chose... ce que j'aime bien, c'est un peu le côté surnaturel. C'est du parc dans la pleine vie, dans la ville moderne, qui est construit sur un cimetière gigantesque où tout le monde passe chaque jour. Et comme je te dis, je suis sûr que t'as beaucoup de gens qui passent ou qui y ont passé et qui mangent leur lunch le midi sans savoir qu'ils sont en fait sur un des plus gros cimetières de Montréal de l'époque, parce que maintenant aujourd'hui il doit y en avoir des plus gros, mais et qui sont surtout entourés de fantômes. Incroyable. Ça c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Allez, une petite dernière pour la route. Allez, une dernière pour la route, ma chère dame. Allez, une petite dernière pour la route. Celle-là, je l'aime bien. Je sens que le square Dorchester, ça vous a laissé un peu sur votre faim parce que c'est un peu impalpable comme un fantôme, tu diras. Mais j'en ai une petite quatrième. Et là, on va revenir tout doucement vers le château Ramsay. Mais cette fois-ci, je vous propose de vous arrêter à l'auberge Le Saint-Gabriel. Alors, l'auberge Le Saint-Gabriel, c'est considéré, David, dis-toi,
comme l'une des plus anciennes auberges de Montréal, mais pas seulement. Ça serait une des auberges les plus anciennes d'Amérique du Nord qui est toujours debout. Elle a été construite en 1668 par des soldats français. L'endroit servait à l'époque de repère pour les gens en quête d'endroits où boire, tu t'arrêtes, tu bois, tu manges, tu dors et compagnie. Et il s'agit de la première auberge à avoir reçu un permis d'alcool en 1754. Donc, grosse histoire. Hein. Belle expérience. Ouais. Et si tu regardes des photos, donc tu peux taper auberge Saint-Gabriel Montréal. Bon, je vais vous la décrire en quelques mots parce que comme ça, c'est un peu dur à d'imaginer. Donc en fait, on est sur une toute petite auberge et quand tu vois la photo, tu te dis ah ouais, c'est ça. Tu vois que c'est vieux. Donc c'est bien loin des gros buildings du centre-ville ou des bâtiments un peu plus anciens à plusieurs niveaux. Là, c'est un seul niveau, c'est un peu ratatiné, un peu allongé, on va dire. Les murs intérieurs et extérieurs sont en pierre. À l'intérieur, on a un peu comme une seule grande pièce, tu vois, avec certainement un couloir pour monter à l'étage et compagnie. Mais tu sais, ça fait vraiment. Moi, je vois bien Kaamelott être tourné là-dedans, tu vois. D'accord. Ça ressemble un peu à ça. Ça a l'air très sombre à l'intérieur parce qu'évidemment, c'est une maison en pierre avec des petites fenêtres. Et devant l'auberge, on a une petite terrasse où, moi, je te le dis comme ça, aller boire un petit verre l'été, tu vois, ça me dirait bien. Ça doit être bien agréable. Et c'est un endroit populaire pour les touristes, les célébrités, mais c'est également connu pour être hanté, David. Et oui. Et oui. Alors, qui est ce fantôme ? Alors, l'auberge... Alors, juste petite note comme ça. L'auberge a été citée comme le 5e endroit le plus hanté au Canada. Ah, pas mal. Et c'est assez souvent qu'on parle de cette auberge quand on parle de fantômes. Alors par contre, je ne connais pas les critères d'admissibilité pour être un des endroits le plus hanté du Canada. Donc ça, je ne peux pas dire. Parce que pour moi, le Château Ramsay, il est quand même pas mal, tu vois. Et le croisement William Murray dans Griffintown aussi. Donc là, l'auberge, 5e, je me demande comment... genre quels sont leurs critères et tout ça. Tu sais, est-ce qu'ils sont dans une salle dans le noir, comme ça, habillés, en train de se dire, tiens... quel est le numéro 1 et compagnie, ça, je ne sais pas. Mais bon, bref, arrêtons de divaguer. Quelle est cette histoire de fantôme ? Eh bien, l'histoire se passe au 19e siècle. L'auberge appartenait à un riche marchand de fourrure. Et ce riche marchand de fourrure, en fait, il était pas super cool, tu vois. Il voyait d'un mauvais œil la concurrence que lui donnaient d'autres marchands de la ville. Bon, Montréal, à l'époque... même avant, capitale du commerce de fourrure et compagnie, ça faisait vraiment partie des choses qui fonctionnaient très bien à Montréal. Donc à mon avis, il n'était pas le seul vendeur de fourrure, marchand de fourrure, mais il aimait pas trop quand même la concurrence qu'il y avait autour de lui. Donc ce qu'il va avoir comme idée, c'est d'embaucher un bandit pour aller mettre le feu aux entrepôts de ses concurrents. C'est ce qu'il va faire. Donc son bandit va aller foutre le feu aux entrepôts de son concurrent. D'après l'histoire, il va prendre de la poudre à canon et balancer de la poudre enflammée. Et évidemment, ce qui va arriver. Ce qui devait arriver arriva. Les concurrents passent au feu. Une fois fait, le bandit revient pour se faire payer. Mais à ton avis, David, est-ce que cet horrible marchand de fourrure va accepter ? Ah je dirais que non. Et sinon... Eh non, c'est une vraie pince, donc il va refuser de le payer. Sauf que, c'est jamais une très bonne idée de rentrer en conflit avec quelqu'un qui vient de cramer pour toi des entrepôts. Donc c'est pas très malin, effectivement. C'est pas très très malin. Donc mécontent, le bandit va lancer son dernier sac de poudre dans la cheminée de l'auberge. Et là, évidemment, ça va faire un gros boom. La cheminée va exploser et t'as un incendie énorme qui va se déclarer au premier étage. Donc tu peux imaginer, il y a une cheminée dans le fond, sac de poudre, la bâtisse entière doit vibrer et puis tu sais, t'as un incendie qui va se déclarer au premier étage. Malheureusement, et tu l'auras compris, le premier étage était habité. T'avais au premier étage un grand-père qui donnait une leçon de piano à sa petite fille à ce moment-là. Et en fait, ils vont être soufflés par explosion et ils vont tous les deux mourir brûlés dans l'incendie du premier étage. Et on dit
que leurs esprits hantent toujours les lieux. Mais comment ça se manifeste, David ? Eh bien, quand on ira boire une petite lèvre, bon, peut-être pas une lèvre parce qu'on est au Canada. Bon, une petite boréale. Allez, une petite boréale à l'auberge. En fait, il faudra que tu tentes bien l'oreille. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est que tu peux encore entendre la petite fille jouer du piano à l'étage quand tu vas à l'auberge, même si l'étage est vide. T'as d'autres visiteurs aussi qui ont vu brièvement une petite fille blonde dans une robe bleue dans le bâtiment, se balader comme ça dans le couloir. T'as aussi des clients qui parfois ressentent comme une brise froide les traverser alors qu'on est en plein été. Et tu sais qu'à Montréal, l'été, il fait super chaud. Il fait chaud en tabarnak. Donc, c'est pas normal. Bref, toutes ces histoires et l'histoire du lieu elle-même, l'histoire du lieu, elle est folle, me donne bien envie d'aller boire un petit verre là-bas cet été, David. Ah bah ouais, là, il faut y aller, hein, il faut y aller. Mais de toute façon, le coup du piano, là, c'est ce qu'il y a de plus flippant, hein, quand t'entends une petite mélodie au piano. T'entends juste un petit truc, là, voilà. Ouais. Bon, après, peut-être que la petite fille blonde dans la robe bleue, c'est la fille du patron, hein, ça se trouve. Peut-être, après, voilà. L'histoire ne le dit pas. Peut-être. L'histoire ne le dit pas, David. Bon, alors, parmi ces 4 histoires, genre, laquelle tu te dis, l'été prochain, je viens à Montréal, je vais à tel endroit? Ouais, juste pour aller boire un verre la dernière, hein, clairement. non, après, moi, j'ai bien aimé quand même aussi l'histoire de celle qui revient tous les 7 ans, là. Sympa. Mary Gallagher. Mary Gallagher, sympa. Effectivement, il y a quelque chose d'assez mystique dans le fait d'avoir un fantôme qui revient tous les 7 ans. Ouais. En tout cas, merci pour ces histoires. On croirait pas, hein, que Montréal, c'est une ville aussi... il y en a énormément. C'était très dur de choisir. On pourrait d'ailleurs faire un épisode sur les villes les plus hantées du monde. Oui. Évidemment, il y aurait Édimbourg, je pense. Je pense que les Écossais et les Anglais nous battent à plat de couture. Ça, c'est clair. Mais il y en a plein d'autres, partout. Hein, clairement, là, il y a beaucoup de sujets à explorer. Mais très sympa. En tout cas, moi, quand je viendrai à Montréal, on peut le faire, hein, le tour des bâtiments hantés. Hein. Carrément. Je vais nous prendre des billets et ça, je le conseille à tout le monde. Ouais. Ça a l'air très très bien. Je suis preneur. Et en tout cas, merci Florent pour cette histoire. On espère que tous nos amis canadiens vont réagir. Hein, mais dites-nous si vous les avez vus. Est-ce que vous avez fait le tour hanté de Montréal aussi? Dites-nous un petit peu comment ça se passe. Moi, j'en ai entendu que du bon. J'ai un ami qui l'a fait. Il avait vraiment bien aimé. Faut aimer se balader à Montréal la nuit et puis entendre des histoires horribles, mais c'est vraiment cool. Mais c'est ça, donnez-nous votre avis sur ces petits fantômes, sur vos histoires de fantômes à Montréal. Si vous est arrivé des choses, c'est super intéressant. On attend vos histoires. Et sur le Mont-Royal, il s'est rien passé du coup là? Si, il y a le cimetière du Mont-Royal, il y a un fantôme. Mais non, mais David, il y a plein d'histoires. Il y en a 500. Il y en a 500 à Montréal. Ça fera l'objet peut-être d'une partie 2 dans quelques temps. Exactement, ça pourrait être la partie 2, partie 3, partie 4. Écoute, c'est super. Merci en tout cas pour ces histoires. Écoute, y a pas de problème. N'hésitez pas en tout cas à réagir, à nous suivre et à nous noter. Hein, c'est ça. Mais David, avant de dire au revoir à tout le monde, la semaine prochaine, c'est un peu mon instant préféré de là. Vas-y. où tu nous teases un peu le prochain épisode. Ouais, le prochain épisode. Et alors, franchement, moi, la dernière fois, je faisais le point sur les épisodes que j'avais envie de faire. Ouais. Et je me disais, mais il y a encore un nombre incroyable d'épisodes. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et là, j'ai envie de parler, de vous faire un épisode sur quelque chose, sur un mystère. Un mystère. Alors, cette fois, on revient en France. Un mystère je dirais du 17e ou 18e, je ne saurais plus vous dire comme ça. Mais quelque chose qui a généré énormément de fantasmes, énormément d'échanges mystiques à tout niveau. Et ça concerne un de nos rois de France. Oh, voilà. Excellent. Voilà. Je vois qu'on est dans tes plates-bandes. Hein. Toi, t'adores l'histoire de France. J'adore. Ouais. Et là, celui-là, je vais me régaler en le faisant parce que
C'est un peu comme la bête du Gévaudan, c'est un peu comme ces sujets-là. J'adore. En plus, c'est l'histoire qui crée les légendes. Donc là, exactement. Plus le temps passe, plus, et comme tu l'as dit, comme dans ton épisode, on l'a remarqué, des histoires qui passent à travers les temps et les époques. Et du coup, elles nous arrivent à nos époques avec encore une certaine consonance encore plus mystique, on va dire. Exactement. Donc voilà. Et écoute, merci Florent. On vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Et en attendant, on vous souhaite à tous une agréable écoute et une bonne semaine. Salut Florent. Bonne semaine à tous. Salut David. Merci à tous.